Bonjour et bienvenue à vous Olympiennes et Olympiens, j'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés pour cette quotidienne, le point marseillais du 12 janvier 2024 et nous sommes sur un jour de match. Olympique de Marseille, Racing Club de Strasbourg, Alsace pour ce match de la 18e journée de Ligue 1 qui reprend donc aujourd'hui au Vélodrome. L'OM est invaincu à domicile, mais on va en parler quand on parlera du match. On va parler aussi de la conférence de presse d'hier, du mercato et plein d'autres choses. Il y a aussi une autre chose que je vous tenais à vous demander les amis. N'hésitez pas à me proposer vos propres compos pour ce match de ce soir. Dans les commentaires, vous mettez votre composition d'équipe avec tous les absents, tous les présents, ce que vous voulez. Je ne sais pas comment vous le faites, mais faites-moi votre propre compo les amis. On va partir sur quoi? On va partir d'abord sur l'introduction. Et on se retrouve d'abord sur quoi? Sur le jeu du jour. Bravo à Rafaleur 84-68 qui a donné la bonne réponse. Le ballon était à trouver à la case C ou au rond C. Voilà, je montre vite fait. La réponse, c'était bien le C, comme vous pouvez le voir, au-dessus de la tête de Franck Leboeuf, le chauve, et Gabi Heinze, le chevelu. Maintenant, je vais vous montrer le jeu du jour pour découvrir encore un autre joueur ou un ballon. J'enlève l'image et je vous montre le joueur mystère à découvrir cette fois. C'est un joueur mystère et regardez bien les images qui sont décomposées, coupé à la machette. Voilà, donc c'est un joueur qui est passé du côté de l'Olympique de Marseille, vous le voyez. Alors, regardez, il a une petite bague à la main, peut-être qu'il y a autre chose à son bras. Regardez bien, mettez pause et regardez bien de votre côté. Allez, j'enlève l'image, pardon, excusez-moi. Et on va parler sur l'actualité maintenant. Partir sur l'actualité avec quoi? Avec ce soir, un match qui nous concerne, bien sûr, c'est Marseille-Strasbourg. N'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en mettant vos petits likes, en passant sur la chaîne. Voilà, je vous mettrai dans l'onglet communauté, j'allais dire. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien pour aller sur le live directement, le match que je commenterai sur la chaîne donc YouTube et Twitch, pourquoi pas, pour ceux qui veulent me voir là-bas. Allez, on enchaîne derrière. Avec quoi? Avec l'éphéméride du jour. Nous sommes le 12 janvier. Et le 12 janvier, nous avons quand même 5 Olympiens qui sont nés ce jour-ci. Donc nous avons, j'arrive pas à les lire, donc je vais les lire là. Elie Delbet, né en 1920. Gaëtan Huard, gardien des années 90-2000, avec la fameuse épopée Bernard Tapie et tout le team. 1922, André-René Latrille. 1960, Jean-Jacques Ndomba. Et 1987, pour le plus jeune, Ahmed Yayaoui. C'était un milieu de terrain qui avait les cheveux longs, si je ne me trompe pas. Dites-moi si vous vous souvenez de Ahmed Yayaoui. Allez, bon anniversaire à tous ceux-là. Et on enchaîne avec l'actualité olympienne, avec l'Olympique de Marseille officiel qui nous annonce quoi? Qu'il y a un nouvel engagement pour un nouveau partenaire officiel, et c'est CB. CB, c'est des lunettes sportives. Je vais vous lire plus ou moins ce qu'il y a d'important dans ce petit communiqué. Donc CB qui renforce son engagement avec l'Olympique de Marseille. Avec une première collaboration lors de la tournée d'été du club en Allemagne, donc quand il y a eu la tournée cet été, à l'occasion de laquelle les joueurs et le staff de l'OM étaient équipés de lunettes de soleil par la marque CB. Et l'Olympique de Marseille renforce un peu plus encore leur lien avec CB, qui devient ainsi le partenaire officiel de l'Olympique de Marseille. Je vous lis deux autres choses importantes, écoutez bien. Donc le siège, il est dans la région marseillaise, il est sur Salon en Provence. C'est des lunettes de sport, comme je vous l'ai dit, en rouge, c'est marqué. Mais il y a une collection qui devrait sortir, pour ceux qui sont intéressés, pour avoir des lunettes de sport avec marqué Olympique de Marseille sur le côté. Vous avez une collection qui sortira normalement pour les amoureux de l'OM, qui sera commercialisée à partir du mois d'avril 2024. Ce mois-ci, le mois d'avril qui arrive, voilà. Donc si vous êtes intéressés, eh ben allez-y, faites-vous plaisir. Allez, on enchaîne avec quoi maintenant? Avec des news un petit peu en rafale. La Minute OM qui nous relaye l'équipe qui nous dit que 3 hommes comparaîtront le 22 janvier devant le tribunal correctionnel de Nantes à la suite de violences commises à l'encontre d'une famille de supporters de l'OM. On s'en souvient du côté de la Beaujoire, au stade de la Beaujoire, le 1er septembre. Le parquet via l'équipe. Donc ces 3 personnes-là, j'espère qu'ils payeront cher pour leurs problèmes qu'ils ont causés à cette famille. Allez, on enchaîne derrière. Et on y va sur quoi? Avec Dimitri Payet, un ancien joueur. Dimitri Payet, vous le voyez, septembre 2023 à gauche. Un petit peu bedonnant quand il part de l'OM et qu'il arrive au Brésil. Et maintenant, janvier 2024, les images qui viennent de tomber il y a quelques jours. Regardez bien comme il est bien affûté, bien sec. J'ai un petit peu de regret de le voir comme ça. Alors,
Est-ce que c'est parce que le temps là-bas il fait plus chaud? Peut-être qu'il prend plus soin de lui, qu'il n'a pas sa famille très très proche de lui, qui peut-être lui pose problème quand il est sur Marseille. Faut voir un petit peu les raisons pourquoi il est un peu plus affûté maintenant que quand il était sur Marseille. N'hésitez pas à me donner la raison pour vous. Et est-ce que ça vous fait plaisir de revoir Dimitri Payet dans ces conditions? Allez, j'enchaîne derrière avec quoi? Avec un ancien joueur justement, un ancien buteur de l'OM, Arkadiusz Milik, ex-OM, qui a inscrit un triplé hier soir, donc avec la Juventus de Turin. C'était en quart de finale de la Coppa Italia. Voilà, donc bravo à lui, il a marqué un triplé en une trentaine de minutes à peu près. J'en ai parlé hier en live, mais félicitations, mettez des GG pour Milik dans le chat. Allez, maintenant on va sur quoi? Avec ce qui nous intéresse avant tout, c'est le mercato et la conférence de presse d'hier. Donc d'abord on commence par quoi? Par l'annonce de Pablo Longoria qui nous annonce que Onana c'est officiel, on le savait déjà, mais qui nous le présente. Pablo Longoria a dévoilé l'option de Jean Onana. Donc l'option qui est dévoilée, comme je vous l'avais dit, c'est 4,5 millions d'euros, l'option d'achat qui n'est pas obligatoire, mais qui sera obligatoire si on atteint certaines clauses. Ces certaines clauses, comme elle est marquée ici, il y en a deux. Il y a s'il joue 50% et pas des matchs comme il a marqué Fabien, c'est pour ça que je l'ai repris, c'est 50% des minutes. Le temps de jeu et pas les matchs. Parce qu'il peut faire, sur les 17 matchs qu'il y a en Ligue 1 qui restent, il peut faire 8 matchs, ça ferait la moitié, non, 9 matchs, pardon. Mais par contre, il peut avoir que 10 minutes par match et il n'aurait pas 50% du temps de jeu. Par contre, là, c'est le temps de jeu qui compte. Il faut qu'il ait la moitié du temps de jeu par rapport au temps qui reste sur la globalité des matchs qui restent à l'OM. Vous avez compris ? L'autre clause, c'est si bien sûr l'OM se qualifie en Ligue des Champions en fin de saison. Donc Onana qui nous annonce qu'il est un grand fan de l'OM par-dessus tout, et notamment grâce au passage de Zambo Anguissa et Mbia à l'OM, d'anciens Camerounais comme lui. Vous vous souvenez de Mbia et de Zambo? Dites-moi si vous vous souvenez. Allez, j'enchaîne avec la conférence, ça va très vite, il n'y a pas grand-chose. C'est juste pour vous faire un petit résumé assez concis de les choses les plus importantes. Concernant Jean Onana, justement, il nous précise, il annonce qu'il peut jouer dans une défense à 3. C'est ce qui nous intéresse. Nous, on a besoin d'un autre défenseur. Et qu'il peut jouer également en milieu en 6. Donc à la place d'un Kondogbia si ça ne fonctionne pas. Rongier est absent, donc c'est parfait. Et en 8, pourquoi pas dans le rôle d'un Vertou, ou d'un Unai, ou d'un Aminarit, même si c'est un cran au-dessus peut-être. Mais voilà, il est polyvalent et ça peut nous convenir pour l'instant pour un petit peu combler les failles qu'on a dans notre effectif. N'hésitez pas à en parler dans les sujets, dans les commentaires. J'enchaîne encore avec Onana et cette fois c'est Longoria qui nous parle. Longoria nous confirme que l'OM recherche un latéral gauche. Voilà la piste principale, primordiale pour l'OM, qui peut aussi bien jouer dans une défense à 4 et dans une défense à 5. Voilà, comme un piston. Plutôt soit un piston comme Klose sur le côté droit et qui concurrencera côté gauche Lodi, ou soit dans une défense à 4 qui concurrencera encore Lodi sur le côté gauche. Il n'a pas parlé de Josh Doig, mais il semble bien qu'il corresponde au profil recherché. Oui, Josh Doig, c'est la piste la plus chaude, on va en parler juste après parce qu'il y a un addenda, un rajout au dossier Doig. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout, vous verrez, il y aura de la nouveauté pour ce dossier. Allez, on continue avec encore Pablo Longoria qui nous annonce quoi? Pour le reste du mercato, Pablo Longoria a précisé que rechercher à renforcer l'équipe pour seulement un mois, ça ne fait pas partie de la stratégie de l'OM. Alors, ce qui veut dire par là, c'est que le mercato qu'on fait là actuellement, c'est pas juste pour le mois qui nous manque les joueurs de la CAN. C'est juste pour l'avenir aussi. Onana sera là peut-être l'année prochaine. Donc les joueurs qu'il prend là, il faut qu'ils regardent dans le futur peut-être, par exemple Doig, qui pourrait servir à venir pour l'année prochaine aussi, pourquoi pas. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire? Allez, on continue avec Pablo Longoria qui nous parle encore. Et c'est Karim Attab qui nous relaie que Pablo Longoria confirme qu'une offre de prolongation a bien été faite à Bilal Nadir, donc le jeune 20 ans, l'OM croit dans le potentiel du jeune international U23 du Maroc et veut signer cette prolongation par rapport au travail effectué cette saison. Donc il a fait beaucoup de progrès, il a du temps de jeu, donc là il va en avoir peut-être pendant les matchs où il n'y aura pas Harit, Unai et tant d'autres joueurs. Donc pour l'instant on est en bonne voie pour la prolongation de Bilal Nadir parce que je vous rappelle que son contrat s'arrête en juin 2024. Donc est-ce que vous êtes hypé pour la signature de Bilal Nadir ou alors vous vous dites next, c'est pas grave s'il signe pas. Comme Pape Gueye, pourquoi pas, on va voir après le dossier Pape Gueye. Moi je suis content, franchement j'aimerais bien voir des jeunes comme ça. Je vois qu'il a de la qualité avec son pied gauche. Et pourquoi pas directement dans les matchs là qu'on a qui vont arriver pendant la CAN. Ou pourquoi pas s'il signe cet été. J'ai une idée, pourquoi pas le prêter. Voilà, moi je vous fais beaucoup de pourquoi pas là, mais n'hésitez pas à me dire si c'est une bonne idée de le faire prolonger pour 3-4 ans, à Bilal Nadir, et de le prêter cet été, pour qu'il s'aguerrisse dans un autre club, un peu plus de standing plus bas, style, je sais pas moi, Montpellier, Lorient s'il reste en Ligue 1, ou d'autres clubs comme ça. N'hésitez pas à me dire si c'est une bonne idée de ma part.
Allez, je continue avec encore Pablo Longoria qui nous annonce qu'Azdin Ounahi n'est pas à vendre. Selon Pablo Longoria, le club est satisfait de ses performances. Il est en progression depuis plusieurs semaines. Alors là, progression depuis plusieurs semaines, je n'ai pas vu les progressions, mais est-ce qu'ils veulent le garder, l'OM? Je pense que c'est peut-être par rapport aux affaires qui se font peut-être en ce moment même. On ne sait pas ce qui se passe en interne. Peut-être qu'il y a déjà des offres qui sont faites, peut-être. Je dis ça, je dis ça, c'est peut-être des conneries, mais j'extrapole, on va dire. Peut-être qu'il y a déjà des offres venant d'Arabie Saoudite ou d'autres clubs et qu'ils ne conviennent pas au club encore. Peut-être qu'ils disent ça pour dire, bon, stop maintenant, on va dire qu'il n'est pas à vendre, comme ça, ils vont devoir offrir plus. C'est peut-être des négociations, ça. On ne peut pas savoir. Cela dit, moi, comme je vous l'ai dit, tous les joueurs sont à vendre. S'il y a une offre au-delà des 20 millions pour Ounahi, je pense qu'il pourrait partir largement. Allez, je continue. Donc j'espère qu'il reste, hein, Zouzou Ounahi. Moi, je l'aime bien et je voudrais qu'il s'impose. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu quand il est avec même Gattuso. Donc ça peut poser problème à l'avenir. Il faudrait peut-être savoir ce qu'on veut faire avec lui. Allez, je continue avec autre chose. Avec, c'est qui ça qui nous parle de quoi? Selon Pablo Longoria, on n'a reçu aucune offre pour Vitinha. Donc là, c'est le dossier Vitinha, l'attaquant portugais qui est un petit peu en difficulté. Avant d'ajouter qu'il doit trouver de la continuité dans son jeu. Le club est content de son travail au quotidien, mais il doit être plus performant. En parlant de Vitinha, voilà, maintenant ça suffit. On lui a laissé 1 an, ça fait 1 an qu'il est déjà à l'OM. Voilà, donc le train de la hype, on l'a pris au début, on l'a un petit peu soutenu, on l'a un petit peu protégé. Maintenant, il suffirait quand même qu'il montre un petit peu sa valeur. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est son tournant là. Là, il ne faut pas qu'il rate le tournant, Vitinha. Là, il a la chance d'être titulaire parce qu'il y a beaucoup d'absents. Donc là, il ne faut pas qu'il se rate. Sur les prochains matchs, il a déjà commencé à rater plus ou moins son match contre Thionville. C'est la reprise. On va dire qu'on va attendre. Maintenant, il lui reste encore 4, 5, peut-être 6 matchs. On va voir comment ça va se passer. Mais j'espère pour lui qu'il réussisse, Vitinha. Moi, je n'ai rien contre lui. Mais s'il ne réussit pas, ça va être difficile quand même qu'il maintienne sa place du côté de l'OM. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour Vitinha. Allez, je continue. Avec quoi? Avec Gattuso cette fois. Allez, comme ça, vous voyez que ça va très vite. Hein. Il y avait d'autres choses à parler, mais je ne vais pas rester 150 ans sur la conférence. Donc, Karim Attab qui nous relaye Gattuso qui nous parle de quoi? Des absents qu'il y aura donc aujourd'hui pendant le match. Pas de retour de François-Régis Mugg dans le groupe. Je vais vous expliquer plus en précision pourquoi il n'est pas là. Correa qui devrait faire son retour au sein du groupe la semaine prochaine. Donc ça, c'est une bonne nouvelle ou pas, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous êtes fan de l'homme à la chemise à fleurs. Klose va très bien, oui, parce qu'il a été... En deuxième mi-temps, il est rentré contre Thionville, il n'a pas joué la première. Il a juste fallu gérer le fait qu'il ne devait pas prendre de carton jaune. Voilà, donc Klose ne devait pas prendre de carton jaune. Et pour Rongier, il est sur la bonne voie. On a parlé d'une date dernièrement, je crois que c'était dans les olés des 13, 14, 15 janvier. Donc ça va pas tarder, pourquoi pas. À moins que c'était pour Correa, je confonds. Mais en tout cas, ça va pas tarder. Pour Rongier aussi, peut-être début février, un truc comme ça. Faut qu'il prenne son temps. Là, pour Rongier, faut pas qu'il soit vraiment pressé. Voilà, c'est sérieux, sans blessure au genou. Donc j'attendrai à sa place de prendre mon temps. Voilà. Valentin Rongier, prends ton temps. Correa, c'est pas grave, vu que c'est un prêt. Et ben s'il revient qu'il se blesse, et ben au bout d'un moment, on le gardera pas. C'est tout simplement. Allez, on continue avec le dossier Mugg, comme je vous en ai parlé, une précision. Donc, Gennaro Gattuso qui nous parle de François-Régis Mugg. Au niveau des avocats, ils ne m'ont pas appelé. Il parle donc des avocats de Régis Mugg. Il s'est entraîné avec l'équipe, en parlant de François-Régis Mugg. La FIFA ne s'est pas prononcée. On attend. Vous ne pouvez pas savoir combien je suis peiné par sa situation. Je ressens beaucoup de frustration. Il parle de la frustration auprès de Mugg qui n'a pas possibilité de jouer. Quand je suis arrivé, il a pris ce coup à la tête. Vous vous souvenez, il a été blessé. Et il a perdu 1 mois sans pouvoir s'entraîner. Après, il a pris cette décision. Voilà, d'avoir avec respect et sérieux. Et aujourd'hui, il est dépassé par tout ça. Il y a beaucoup de souffrance de sa part et j'en suis désolé. Voilà, concernant François-Régis Mugg, beaucoup de souffrance dans le clan de François et j'espère que ça va s'arranger, que la fédération camerounaise, s'il y en a un qui passe par là, on ne sait jamais, n'hésitez pas, laissez-le un petit peu. Voilà, il faut déjà qu'il évolue du côté de son club. Maintenant, c'est trop tard. Il ne viendra pas avec vous du côté de la CAN. Laissez-le s'épanouir avec son club. Il a le temps de jouer là, maintenant, en ce moment. Donc, laissez-lui quelques matchs. Laissez-lui quelques matchs. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas. N'hésitez pas à m'en parler. Allez, je continue avec le premier dossier du Mercato, les amis. On y va. Let's go, cacao. Avec BOM qui nous relaie quoi? Alfredo Pedula. C'est le journaliste italien qui a relayé le premier, cette affaire-là, ce dossier-là, il y a déjà quelques jours. Le départ de Josh Doig semble acté.
L'OM attend une réponse après leur dernière offre de 5 millions d'euros environ. Voilà, c'est 4 millions et demi plus des bonus qui atteignent 5 millions exactement dans l'article. Sassuolo a pris des renseignements et le Torino reste dans le rétro selon Alfredo, excusez-moi, Pedula. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette recrue? Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas, vous m'en avez pas parlé, mais si vous voulez en parler, c'est maintenant ou jamais. Allez, on va parler maintenant en rafale sur les joueurs qui ne veulent pas venir. Voilà, donc comme lui, par exemple Giovanni Reina. L'OM s'intéresse à Giovanni Reina. Selon Sky Sport, concurrence avec le FC Séville pour un prêt jusqu'à la fin de la saison. Le joueur de Dortmund, apparemment, selon la Minute OM, l'Olympique de Marseille n'est pas une option pour Giovanni Reina, qui n'est pas très intéressé à l'idée de rejoindre l'OM. Donc il a mis de côté l'OM. Lui, il veut rester à Dortmund, s'imposer, malgré qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu cette saison. Comme vous pouvez le voir, regardez, Giovanni Reina, joueur de 21 ans, américain, donc milieu de terrain offensif, 24 sélections, 7 buts avec les États-Unis, 20 millions de valeur Transfermarkt, contrat jusqu'en 2025 à Dortmund. Je descends, je vais très très vite, vu que c'est un dossier qui est pratiquement terminé, mais c'est juste, on ne sait jamais. Si ça revient sur la table, on ne sait jamais, vous voyez ce que je veux dire? Il ne joue pas à Dortmund, et s'il avait envie d'avoir du temps de jeu, pourquoi pas partir de Dortmund? Donc comme vous pouvez le voir, il peut jouer milieu offensif dans l'axe, à gauche, à droite, il est droitier, il est très jeune, 1m85, c'est un joueur assez grand de taille. Il est très jeune, il n'a que 21 ans. Cette saison, c'est que 11 petites entrées en 319 minutes exactement. Si on regarde le passé de Reina, j'ai regardé plus ou moins tout son passage. L'année dernière, l'année d'avant, il était souvent blessé. Il y a eu un problème au genou. Une fissure au péroné, je crois, un truc comme ça, c'est sa blessure. Donc ça lui a posé problème. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il a du mal depuis 2-3 ans, Giovanni Reina, malgré qu'il ait que 21 ans? Quand il a commencé à s'épanouir du côté de Dortmund, c'était il y a plus que ça, c'est quand il avait 16 à 17 ans, je crois, 17 ans, il avait 17 ans à peine. Il avait fait 2 bonnes saisons où il avait marqué pas loin de 10 buts et 10 passes D, et c'était intéressant. Mais là, maintenant, comme vous pouvez le voir, regardez sur sa petite courbe, il est descendu. Il est descendu depuis 2021, regardez, depuis les blessures, tac, 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 il est plus qu'à 20 millions. Donc, est-ce que ça serait un dossier intéressant? Je ne sais pas. Cela dit, on va passer next parce que finalement, ce n'est pas un dossier important. Voilà, concernant son salaire, on ne sait jamais si ça se profile que ça serait peut-être un vrai dossier. 200 000 € par mois environ pour Giovanni Reina du côté de Dortmund. Allez, on continue avec un joueur offensif justement, avec Trincao. Trincao, malgré un intérêt qui remonte déjà depuis l'été dernier, le joueur portugais ne veut pas venir à l'OM selon Record Portugal. Il veut rester sur le Sporting, voilà, malgré qu'il n'a pas beaucoup non plus de réussite là-bas. Voilà, donc on va dire next pour lui. Et d'ailleurs, tiens, pour préciser pour les joueurs offensifs, Pablo Longoria nous a dit pendant la conférence de presse que ce n'est pas d'actualité. Le seul dossier qu'on a là actuellement, c'est l'arrière gauche. Je pense que ça peut poser problème. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut poser problème. Justement, sur les joueurs offensifs, on passe aussi next sur la piste. Ealing Junior, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Voilà, Pablo Longoria qui s'était intéressé à lui. Et selon Toute Sport, l'idée lui serait venue avant le début du mercato de l'OM de miser sur l'ailier de la Juve, Samuel Ealing Junior. Mais c'est en vain. Encore un dossier qui est terminé. Voilà, donc ça fait 3 dossiers d'affilée. On continue maintenant. On va parler un petit peu des départs du côté de l'OM avec le dossier le plus chaud, c'est Pape Gueye. L'OM a proposé selon RMC. Selon RMC, l'OM aurait proposé un salaire de 200 000 € par mois pour Pape Gueye avec des primes pouvant aller jusqu'au-delà du million d'euros. L'absence de réponse a pu créer de l'agacement chez les dirigeants olympiens alors que le joueur a été soutenu et payé par le club durant sa suspension. Voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça ? Les amis qui refusent, alors c'est pas lui directement qui refuse, il y a souvent des agents qui lui montent la tête, mais la première offre, il les a refusées, celle-là, il n'a pas répondu pour l'instant. Cela dit, c'est pas encore un refus puisque c'est juste une attente. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Et moi, je pense que si ça monte un petit peu son salaire, pour au-delà des 200 000, par exemple, il passe à 250 000, pourquoi pas, on peut le garder. Mais je ne sais pas si on devrait faire cet effort. Voilà, au bout d'un moment, ça commence à monter un petit peu trop, peut-être dans les salaires. On est encadré de la masse salariale, ça pourrait poser problème. Alors, je continue justement sur le dossier Pape Gueye. On va faire une petite précision selon la Minute OM. Il nous dit, comme mentionné hier sur la situation de Pape Gueye, RMC va dans le même sens. Cela confirme notre info. Dans le camp du joueur, on explique que l'OM reste la première option. Donc ils veulent vraiment rester à l'OM. Dans le camp du joueur, c'est-à-dire les agents et le joueur lui-même, ils veulent rester à l'OM. Si les conditions sont réunies, comme je vous l'ai dit juste avant, le salaire, il faut que ça monte un petit peu un cran. Le milieu aimerait savoir également quelle place il aurait précisément dans le projet de Gennaro Gattuso. Ça aussi, c'est important, parce que n'oubliez pas ce que je vous ai dit, il a été prêté
à Séville par le passé. Il avait été un petit peu remplaçant par le passé aussi. Est-ce qu'il aura sa place avec les Kondogbia, avec les Vertou, le retour de Rongier de blessure, la venue de Onana? Donc ça fait beaucoup de joueurs au milieu. Et peut-être le retour de la CAN de Unai. Donc ça fera beaucoup de milieux dans le cœur du jeu. Et je pense que Pape Gueye, je ne sais pas si c'est pas fait exprès de recruter Onana pour le faire partir finalement. Non, je dis ça, je me trompe. Mais là, Pape Gueye, il a peut-être pas tort de regarder un petit peu ce qui va se profiler pour lui. Pour le moment, il n'a pas encore parlé avec d'autres clubs. Donc pour l'instant, il n'y a pas de négociation avec les Porto ou autres clubs. Et il attend de revenir de la Coupe d'Afrique des Nations pour faire le point sur sa situation. Donc là, il a le temps encore jusqu'en juin de négocier avec l'OM. Parce que là, il est encore sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'OM. Cela dit, après le 30 juin 2024, il signera, il sera au chômage. Oui, il signera où il veut. Mais là, pour l'instant, il est encore sous contrat avec l'OM. Ça peut négocier à distance quand il est à la CAN. Mais là, il va se concentrer sûrement sur sa CAN. Il a raison quand même, au bout d'un moment, laissons-le tranquille, on lui a donné la deuxième offre, il ne veut pas répondre, on peut être énervé, mais il faut attendre. Il faut attendre, voilà, donc c'est lui qui choisit, peut-être qu'il réfléchit, il se dit est-ce que je vais être titulaire ou pas. Voilà, c'est compliqué quand même, c'est compliqué les affaires comme ça, quand il y a des petits problèmes de négociation. Allez, on continue avec les départs, avec un joueur qu'on a cité dernièrement. Alors ça, c'est moi qui l'ai fait ce tweet-là, parce que personne l'a relayé cette nuit-là. Donc le Bayern de Munich qui vise Klose. On en avait parlé il y a 2 jours, comme l'avait annoncé Saber Defarge. Mais il avait annoncé pour cet été. Vous vous souvenez, pour cet été. Cela dit, l'équipe qui nous relaie encore l'information nous précise que les dirigeants munichois de Bayern Munich se seraient déjà déplacés pour rentrer en contact avec la direction olympienne et Pablo Longoria, afin de le recruter dès cet hiver. Voilà, donc dès cet hiver, ils ont fait les renseignements, ils sont allés voir Longoria, ou ils l'ont appelé, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais Longoria a répondu, il a dit c'est un départ inenvisageable. Alors je ne sais pas si je l'ai bien écrit, inenvisageable, ça me semble bizarre, pour Longoria, sauf une grosse offre irrefusable. Donc, qu'est-ce que ça concerne une grosse offre pour vous? À partir de combien ça serait une grosse offre pour vous, les amis? N'hésitez pas à me donner une somme que l'OM ne pourrait refuser pour Jonathan Klose cet hiver, sachant qu'il lui reste 1 an et demi de contrat. N'oublions pas que s'il arrive à la fin de l'année, là, il lui restera 1 an de contrat. Quand on arrive dans sa dernière année, logiquement, on commence à réfléchir, à se dire est-ce que je ne vais pas aller jusqu'au bout de l'année pour partir gratuit, là où je veux? Comme ça, je pourrais avoir une grosse prime à la signature et tout le bordel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Jonathan Klose, attention, ça peut chauffer à tout moment. Parce que le Bayern Munich, il cherche un titulaire à la place de latéral droit. Là, pour l'instant, ils ne l'ont pas trouvé. Et imaginez-vous, ils se disent, bon, allez, on prend Klose, on balance 15 millions. 15 millions, je ne sais pas si l'OM ne refuse ou refuse pas, je ne sais pas. 20 millions, il ne refuserait pas à mon avis. 15 millions, ça serait juste peut-être. N'hésitez pas à me dire combien l'OM refuserait pas pour le départ de Jonathan Klose. Allez, on continue et on va aller sur le match directement. Ça y est, ça nous concerne un petit peu le match. On est à 22 minutes de vidéo, c'est parfait. Comme ça, on a 5 à 10 minutes pour le match. Allez, vous avez cette belle affiche qui est faite par le chat. J'aime bien ce qu'il fait. Donc le chat, c'est un petit compte sur Twitter. N'hésitez pas à lui donner de la force. Voilà, même s'il ne me connaît pas, je m'en fous. J'aime bien son travail. Donc voilà, il a que 193 abonnés. N'hésitez pas, regardez, c'est propre. Hein. C'est très très propre. Je vais lui demander d'ailleurs de me faire des petites miniatures, pourquoi pas. Tiens. Allez, on y va sur le match avec le classement qui nous concerne. L'Olympique de Marseille qui est 6e avec 17 matchs joués, 27 points pour 25 buts marqués, 16 buts encaissés, pardon. 4 petites défaites contre Paris, Nice, Lens et Monaco. Du côté de Strasbourg, on est 9e, 23 points. Donc même en cas de défaite, je pense pas que l'OM perdra parce qu'ils n'ont pas perdu à domicile depuis le début de saison. En cas de défaite, donc Strasbourg reviendrait à 1 point. En cas de victoire, l'Olympique de Marseille se placerait devant Lille et il reviendrait à 1 point de la 4e place qualificatif pour la Champions League et le barrage surtout. Donc on serait à 1 point du barrage. Voilà, pour ceux qui disent on est très loin et tout bordel, on serait à 1 point. On gagne, on est à 1 point de Brest qui est 4e. Voilà. Est-ce qu'on est loin avec 1 point? Il reste 16 matchs derrière. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Allez, on y va. Et justement, on va sur quoi, les amis? On va sur les stats. Allez, les stats du match. Les stats faits par le compte Stat OMP. N'hésitez pas aussi à lui donner de la force. Alors, le match en 13 stats. Je vais vous lire ça assez rapidement. Donc l'OM est invaincu depuis 16 matchs contre Strasbourg en Ligue 1, 8 victoires, 8 nuls. Sa dernière défaite remonte à 2005. Depuis 2005, l'OM n'a pas perdu 16 matchs sans défaite contre Strasbourg en Ligue 1. Il y a eu beaucoup de matchs nuls avec les remontadas de Strasbourg, on s'en souvient, 2-0, 2-2, 2 fois je crois. Mais il n'y a pas eu de défaite depuis 2005. Voilà, 2005 c'est l'année de naissance de mon fils. Je continue.
1996-1997, c'est quoi? C'est la dernière saison qui a vu une victoire du RCSA, donc Racing Club de Strasbourg-Alsace, au Vélodrome. Depuis, l'OM est invaincu au boulevard Michelet, 10 victoires et 5 nuls contre Strasbourg. Donc ça fait 15 matchs sans défaite au Vélodrome que l'OM n'a pas perdu contre Strasbourg en Ligue 1. Ensuite, 5 comme le nombre de victoires à Marseille de Strasbourg en championnat en 51 confrontations. Donc ça fait un peu moins de 10% si on fait le compte. Un peu moins de 10% de victoire de Strasbourg au Vélodrome. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. On descend 2,5 points. Avec 2,5 points par match glanés à domicile en Ligue 1, l'OM est la 7e meilleure formation des 5 grands championnats. Qui, derrière Aston Villa, 2,8, Atlético 2,8, Real Madrid 2,7, pardon, Liverpool 2,6 et la Juventus 2,55 et le Leverkusen 2,55. Donc derrière, des Anglais, des Italiens, des Allemands, des Espagnols et c'est tout. Voilà, avec les Français. On est le premier club français, bien sûr, et on n'est pas loin, ça va, 7e club européen. Derrière, je continue. L'OM est invaincu depuis 6 matchs dans l'élite. 4 victoires, 2 nuls, soit sa plus longue invincibilité depuis mars-avril 2023 avec Tudor à l'époque. Donc ça fait un moment qu'on n'était pas invaincu autant longtemps. Et c'était 8 matchs qu'on était invaincu avec Tudor. Voilà, j'espère qu'on va continuer pour un 7e match. 2. L'OM dispose avec l'OGC Nice de la meilleure défense des 5 grands championnats à domicile. 2 buts seulement d'encaissés. 2 buts, hein. 2 buts au Vélodrome depuis le début de saison, c'est pas beaucoup. Contre Reims et contre Clermont, juste avant la trêve. Donc ça fait pas beaucoup. Voilà, donc l'OM est bien en défense à domicile. On est plutôt bien quand même cette année en domicile. 11. Pierre-Emerick Aubameyang a été décisif 11 fois au cours de ses 8 derniers matchs. 8 buts, 3 passes décisives contre 3 fois lors de ses 8 précédents. Donc ce qui voulait dire, c'est les 8 derniers matchs qu'il a joué, il a marqué 8 buts et 3 passes décisives. Et les 8 matchs d'avant ces 8 matchs, il avait fait que 3 buts ou 3 passes décisives. C'est ça, je crois. Oui, c'est ça. 0. L'OM est la seule formation de Ligue 1 à n'avoir concédé aucun penalty cette saison. On n'a concédé aucun penalty. Ça, j'avais pas vu cette stat-là. C'est important de le dire. Voilà, attention, parce que à cet arbitrage aujourd'hui, vous le savez très bien, je vous l'ai mis dans l'autre quotidienne, on a Wilfried Bien à la VAR. Et il nous a porté préjudice plusieurs fois. Attention à lui et attention à l'arbitre qui est très jeune, hein, 31 ans, c'est son 3 à 4e match en arbitre principal de match de Ligue 1. Attention, Monsieur Bollinger aussi, il n'y a pas d'erreur avec Monsieur Bien, les deux bébés là, attention, pas trop de conneries. 1. Victor Vitinha a inscrit un but au cours de ses 12 derniers matchs disputés, contre 3 lors de ses 12 précédents. Voilà, donc ça c'est des stats un peu bâtardes, mais je continue. 63 873 supporters, soit l'affluence record au Vélodrome en Ligue 1 contre Strasbourg, établi lors de la saison 2021-2022. C'était sous l'ère Sampaoli. Je mets le ventilo, comme hier. Ah, ça fait du bien. Voilà, donc c'est le record établi lors de la saison 2021-2022 au Vélodrome en Ligue 1 contre Strasbourg. Donc est-ce que ce sera encore battu? Eh ben non, parce qu'on va voir tout à l'heure qu'il y a des virages, il y a un virage qui est un petit peu suspendu. 0. En 4 rencontres disputées contre l'OM dans sa carrière, Patrick Vieira n'a jamais gagné. Donc il a arbitré. Il a dirigé 4 fois des équipes contre l'OM. Il n'a fait qu'un nul et 3 défaites. Donc c'est un bon signe ça. 167 avec 167 passes dans la surface adverse, l'OM se positionne au 4e rang des équipes de Ligue 1 derrière Paris, Lens et Monaco. Donc les passes dans la surface adverse, l'OM en fait beaucoup. Mais pour l'instant, il faudrait les mettre au fond. Voilà. Ça va un peu mieux depuis certains temps avec Aubameyang qui a commencé à appuyer sur le ketchup. Mais il faudrait quand même encore appuyer sur le ketchup à un bon moment. Comme ça, on se replace bien dans les 3 premiers. Et pour terminer, l'arbitrage, Marc Bollinger, je viens d'en parler. C'est une grande première pour Marc Bollinger qui n'a jamais arbitré l'OM. J'en ai parlé dans la précédente quotidienne. Dans sa carrière en Ligue 1, il sera assisté à la VAR de Wilfried Bien, j'en ai parlé. L'arbitre vidéo qui utilise le plus la VAR contre l'OM. 14 fois en plus. Il a utilisé la VAR contre l'OM pour à chaque fois un mauvais signe. Alors on va continuer les amis avec quoi? Avec le match encore avec les composition d'équipe. N'oubliez pas de me donner vos compositions d'équipe et je vous donnerai la mienne juste après. Juste après, je vous donne ma compo là dans pas longtemps. Voilà, donc la composition selon l'équipe. Alors on a quoi? Du côté de l'OM, on a un 3-5-2 habituel avec Paul Lopez qui revient titulaire à la place de Blanco qui était contre Thionville. Meite Gigot et Balerdi en défense centrale, je pense que ça bougera pas ça. Klos à droite, Lodi à gauche, j'ai un petit doute, on verra sur ma compo. Onana, Kondogbia et Verretou pour le milieu à 3. Donc Onana est titulaire selon l'équipe. Il sera titulaire selon l'équipe. Moi je pense que ça sera peut-être l'inverse, peut-être Nadir titulaire et Onana qui rentrera en cours de match. Vu qu'il est un petit peu court,
Et d'ailleurs, Gattuso en a parlé pendant la conférence de presse. Vous voyez, au compte-gouttes, je vous donne des petites informations en plus de la conférence de presse que je ne vous ai pas reliées tout à l'heure. Et Gattuso, il a dit qu'il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Il aura certainement du temps de jeu, mais il n'aura peut-être pas tout le match. Alors, est-ce qu'il rentrera en cours de jeu ou il sera titulaire? N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous voyez Onana titulaire? De toute façon, vous allez mettre votre compo dans les commentaires. N'hésitez pas à le mettre si vous voulez le mettre. Aubameyang et Vitinha pour les 2 pointes, les amigos. Et vous avez en face la composition d'équipe de le Strasbourg. N'hésitez pas à la regarder aussi. Il y a Camero en pointe qui pourra, lui, vous allez voir sur une stat que j'ai mis tout à l'heure, battre un record. On verra ça tout à l'heure. Allez, on part sur notre compo justement, celle de la Provence cette fois. Et si vous voulez, c'est un petit peu trop petit pour vos yeux, je vais vous la citer, c'est la même en fait. C'est la même que l'équipe. Voilà, il y a juste un doute sur Onana ou Nadir. Voilà, pour l'OM, il y a juste un doute entre Onana et Nadir. Sinon, c'est la même. Il y a Lodi à gauche, Klose à droite, la défense habituelle et Lopez qui revient en gardien. Du côté de Strasbourg, c'est la même aussi avec Gamero en pointe et les autres joueurs. Autre chose à dire sur ce match-là. Donc, je vous demande là, les amis, vous avez peur de qui du côté de Strasbourg? Est-ce que vous avez peur d'un Gamero, d'un Sissoko, d'un Diarra, d'un Bakwa, qui est un bon joueur quand même? Bakwa, on l'avait découvert au match aller avec son pied gauche, c'est plutôt intéressant. Angelo aussi, c'est pas mal. Donc, de qui vous avez peur du côté de Strasbourg? N'hésitez pas à me le dire. Et justement, on doit avoir peut-être peur de ce joueur qui a un record à atteindre de son côté. C'est moi qui l'ai tweeté, c'est juste pour le fun, parce que personne ne le tweet, même si ça ne concerne pas l'OM. Précisément, ça les concerne vu que c'est demain, ça se passe le match. Gamero est à un but d'atteindre les 100 buts en Ligue 1. Donc c'est très important, 100 buts. Et j'espère, comme je l'ai dit en tension, qu'on ne lui donne pas cette satisfaction. Il a déjà inscrit 5 buts contre l'OM. Voilà, donc les stats, je les ai sortis de l'équipe. Je ne l'ai pas mis la source, mais on s'en fout. Voilà, donc est-ce que vous avez peur de Gamero, les amis? N'hésitez pas à me le dire. Allez, maintenant, je vous montre ma compo. Et après, on ira sur des dernières petites infos concernant la rencontre. Alors, ma compo, je vous la montre à l'écran. Regardez bien, c'est Bashfoot, le coach. Donc, on a Paul Lopez au gardien. Je ne change pas la défense à 3 aussi. Balerdi, Gigot et Meite. Donc Gigot en capitaine, j'ai oublié de le mettre en noir, mais c'est pas grave, vous savez que c'est lui capitaine. Verretou, Kondogbia un cran plus bas et Nadir. Moi je le mets en titulaire, mais la Nadir, je vous ai expliqué, Onana n'a pas le temps de jeu qu'il aurait dû avoir pour un 90 minutes. Donc pourquoi pas le faire rentrer en cours de match? Moi je vois comme ça. Donc Nadir titulaire, lui donner du temps de jeu, qu'il prenne de la confiance. Je mets Klose à droite et je mets Murillo à gauche, ou vice versa, mais on va dire que je laisse comme ça. Si vous voulez mettre Klose à gauche, mettez Klose à gauche et Murillo à droite. Mais j'enlève Lodi. Parce que je pense que pour l'instant, Gattuso, il a un petit peu de difficulté à se satisfaire des prestations du Brésilien Lodi. Voilà, on est un petit peu en difficulté de côté gauche. Et j'aimerais, pourquoi pas, qu'il y ait un changement avec Murillo. Pourquoi pas qu'il ait sa chance sur plusieurs matchs. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mon idée. Ensuite, devant, nous avons Aubameyang et Vitinha. Au milieu, Verretou, Kondogbia, ça ne bouge pas pour les autres joueurs. N'hésitez pas à me donner votre compo, comme je vous le répète sans cesse depuis tout à l'heure. Et on va sur autre chose maintenant. On va sur quoi? On va sur la Provence. Alors, la Provence qui nous relaie quoi? Qui nous relaie les 3 choses à savoir sur le match. Il y a toujours 3 choses à savoir du côté de la Provence sur chaque match. Le virage de paix, comme je vous l'ai dit, sera dépeuplé. Il n'y aura pas les CAOM, les Fanatics et les MTP. Donc l'affluence ne sera pas de 62-63 000. On ne battra pas le record de 2021-2022. On sera aux environs des 50 000 personnes, je vous l'ai souligné. Et il y aura dedans 193 supporters strasbourgeois qui sont autorisés à se déplacer, qui seront dans leur parkage réservé. Donc les Strasbourgeois, ça se passera bien normalement. Il y a plutôt une bonne ambiance, je trouve, entre les deux clubs. Strasbourg, donc que ça se passe bien pour eux aussi. Allez, du côté du match, en avant-match, il y aura un hommage. J'ai mis un petit cœur à Franz Beckenbauer, l'ancien entraîneur de l'OM, 90-91, on s'en souvient. Il y aura le portrait du Kaiser qui apparaîtra sur les écrans géants et il y aura une annonce avec une annonce qui sera faite en texte pour sa mémoire à 12 minutes du coup d'envoi, à 20h48 précisément. Voilà, ensuite, une autre précision pour le match, Strasbourg qui jouera peut-être en 4-4-2 en losange ou en 4-3-3. Voilà, Patrick Vieira l'a testé, il a testé les 2 systèmes différents pendant les derniers matchs. À voir comment ça va se passer. Il y a aussi des précisions sur les absents avec Emega qui est absent, l'attaquant, on l'a vu dans la composition. Et aussi peut-être Loïc Perrin. Loïc Perrin, je ne sais pas s'il est suspendu, apparemment certains disent oui, non. Mais là, ils nous disent que non, il effectuera son retour. Donc on va dire qu'il est titulaire. Loïc Perrin, je l'ai mis sur ma miniature, donc on va le laisser. Alors qu'Ismaël Doucouré revient de blessure, mais sans doute trop juste pour démarrer. Voilà pour les précisions de cette rencontre, les amis. Et on va terminer par ça. Voilà, on va terminer par ça. On va se retrouver donc pour la fin de vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre pronostic
du match de ce soir. N'hésitez pas à revenir ce soir pour le match sur le live. N'hésitez pas à renforcer en mettant un petit pouce sur le live et sur le vidéo qui est là juste là. Abonnement, commentaire, votre compo et tout ce qu'il faut les amis. N'hésitez pas à partager aussi, ça fait toujours plaisir, chaud au cœur. Merci à tous. Je vous souhaite de passer une excellente journée de vendredi 12 janvier 2024. À bientôt ou à ce soir. Vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout, allez l'OM! Oh, 35 minutes, c'est encore trop long, bordel. Dites-moi dans les commentaires si vous écoutez encore là, si c'est trop long pour vous les amis. Il faut me le dire, comme ça j'essaie de raccourcir à chaque fois. Allez, ciao, ciao.